Ça fait maintenant longtemps que le chauffage n'est plus vu comme un confort, mais comme un besoin vital. La climatisation s'apprête à suivre la même trajectoire. Pas à cause du réchauffement climatique, mais grâce à l'augmentation de revenus des nouveaux et futurs pays émergents, qui sont pour beaucoup situés dans les pays chauds. Alors, la climatisation est-elle un luxe? Ce n'est absolument pas de l'aspect moral dont nous allons parler aujourd'hui. 10%. C'est la part de la consommation électrique consacrée à la climatisation dans le monde. Celle-ci devrait atteindre 37% en 2050 si les réglementations restent telles qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est logique quand on voit la carte des besoins en climatisation. Ce que nous dit cette carte, c'est que si on prend deux maisons parfaitement identiques, une en Inde, l'autre en France, la climatisation indienne va devoir tourner 10 fois plus que la climatisation française pour atteindre le même niveau de confort. Or l'Inde sera très prochainement le pays le plus peuplé au monde et le pays est en pleine croissance économique. On s'attend donc à ce qu'en 2050, la majorité des foyers indiens soient équipés d'une climatisation, alors qu'ils ne sont que 4% aujourd'hui. Tous ces chiffres sont ceux de l'Agence internationale de l'énergie et selon eux, on peut empêcher le désastre et retirer 45% de cette consommation électrique en imposant des normes strictes en termes d'efficacité énergétique. Et accessoirement, ça permettrait d'économiser un peu plus de 1000 milliards de dollars d'ici 2050. Là, tu m'intéresses. Comment ça marche une climatisation? Comment on fait du froid? Une climatisation ne crée pas du froid. Une climatisation fonctionne comme un réfrigérateur. Ça extrait la chaleur de l'intérieur et ça la rejette à l'extérieur. Et pour pomper cette chaleur, on utilise une pompe à chaleur. Mais comment ça marche une pompe à chaleur? Comment avec de l'électricité, on fait pour pomper la chaleur d'un endroit et l'envoyer dans un autre qui est encore plus chaud? Dans la vidéo précédente, on a vu le fonctionnement des machines thermiques. Eh bien une pompe à chaleur fait tout le contraire. L'idée c'est de prendre un fluide que l'on va compresser et décompresser. Pendant la compression, le fluide devient chaud, tandis que pendant la décompression, il devient froid. Il suffit donc de laisser le fluide décomprimé récupérer la chaleur de la maison et de laisser le fluide comprimé céder sa chaleur à l'extérieur. Ça c'est quand on utilise notre machine thermique en mode climatisation. Mais ça marche aussi très bien en hiver, pour chauffer l'intérieur en refroidissant l'extérieur. En pratique, on a un compresseur électrique qui va envoyer le fluide comprimé et chaud dans un serpentin où il va pouvoir céder sa chaleur. Le fluide passe ensuite dans un détendeur, il est alors décomprimé et froid. Il va alors pouvoir extraire de la chaleur du second milieu à travers un second serpentin avant de retourner dans le compresseur. Et s'agissant des rendements, ça donne quoi? Pour les moteurs thermiques, c'était pas fou. Qu'en est-il des climatisations et autres pompes à chaleur? L'efficacité d'une pompe à chaleur correspond au rapport entre la chaleur pompée et l'électricité utilisée. Cette efficacité est majorée par un maximum théorique qui dépend principalement de la différence de température entre le côté chaud et le côté froid. Si par exemple cette différence de température est de 10 degrés Celsius, l'efficacité maximale théorique sera de 30. C'est-à-dire qu'avec 1 kWh d'électricité, on va pouvoir pomper 30 kWh de chaleur. Si par contre la différence de température est plus importante, l'efficacité théorique sera plus faible, ce qui est finalement assez intuitif. C'est beau les rendements maximum théoriques, mais en pratique, est-ce qu'on obtient réellement comme rendement? Les fabricants ne communiquent pas sur leur efficacité pour chaque température. Par contre, ils ont l'obligation de fournir leur efficacité moyenne saisonnière. En gros, l'Union européenne fournit la répartition des températures auxquelles les climatisations et les chauffages sont habituellement utilisés. À partir de ces températures, les fabricants peuvent calculer leur efficacité moyenne saisonnière et à partir de cette efficacité saisonnière, on leur affecte une étiquette énergétique. Par exemple, pour qu'un climatiseur réversible soit de classe A++ en mode chauffage, son efficacité moyenne saisonnière en mode chaud doit être de moins 5,1. Et pour qu'il soit de classe A++ en mode climatisation, son efficacité moyenne saisonnière en mode froid doit être de moins 8,5. Attends, pourquoi les normes européennes sont plus exigeantes en mode froid? Le climat européen est en moyenne plutôt froid. On va donc avoir des différences de température plus importantes l'hiver en mode chauffage que l'été en mode climatisation. Clairement, il fait beaucoup plus souvent 0 degré voire moins que 40. Or, vu que les rendements diminuent lorsque la différence de température augmente, il est normal en Europe d'avoir son rendement moyen saisonnier en mode chauffage
inférieur à celui en mode froid. Ok pour les techniques. Mais maintenant, comment on fait pour économiser les 1000 milliards? Alors déjà, il faut interdire la vente des systèmes les moins efficaces, afin que les citoyens achètent des climatisations moins gourmandes en électricité. Mais les gens vont râler. Oui, mais c'est pour leur bien. Ils vont payer un peu plus cher à l'achat du climatiseur, mais ils vont ensuite largement compenser sur leur facture d'électricité. Et cela est encore plus marqué dans les pays chauds, où la climatisation tourne 10 fois plus que sous nos latitudes. Bon sang, c'est le consommateur qui les fait les 1000 milliards d'économies. Cool! Mais du coup, c'est quoi un climatiseur efficace? C'est un climatiseur de classe A? Alors non, pas vraiment. Sur le marché des climatiseurs, on ne trouve désormais que des classes A+, A++ et A+++. Donc un climatiseur qui ne serait que de classe A est un climatiseur énergivore. Et le climatiseur le plus économique à long terme est celui classé A+++. Si par ailleurs vous êtes chauffé par des radiateurs électriques, alors vous devriez choisir un climatiseur réversible, qui vous fera faire de bonnes économies de chauffage. Il aura alors 2 étiquettes énergétiques, une en mode climatisation, l'autre en mode chauffage. Notez que début 2019, de nombreuses étiquettes énergétiques vont changer, afin de revenir à une étiquette allant de A à G. Les climatiseurs ne seront pas concernés par ces changements d'étiquette. Donc d'ici là, continuez à prendre que des A+++. D'accord, donc si je veux un climatiseur, j'ai intérêt à en prendre un efficace. Si tout le monde fait comme ça, est-ce que ça suffira pour économiser 1000 milliards? Eh bien, oui. L'Agence internationale de l'énergie affirme qu'il suffit de forcer tout le monde à choisir parmi les équipements les plus efficaces pour réduire de 45% la consommation des climatisations que nous aurons en 2050. Et pourtant aujourd'hui, en Europe, comme ailleurs, l'efficacité moyenne des climatisations que l'on achète se situe tout en bas de ce qui est disponible sur le marché. Absurde. Mais à part le choix du climatiseur, est-ce qu'il reste d'autres façons de faire des économies? Bien sûr. Déjà, on peut rénover les bâtiments afin qu'ils résistent mieux aux vagues de chaleur. L'isolation permet de garder la chaleur l'hiver, mais aussi la fraîcheur l'été. Et si on fait le choix d'une géothermie, on profite en France d'une terre à 12 degrés, quelques mètres sous nos pieds. Avec un petit coup de pompe à chaleur, très efficace grâce à la faible différence de température, on a le potentiel d'un excellent système de chauffage. Et pour se rafraîchir l'été, avec 12 degrés, on a tout ce qu'il nous faut. D'accord, donc on construit des logements écolos. Mais c'est tout? Il reste un dernier combat contre le chaud, c'est le phénomène d'îlot de chaleur urbain. En été, il fait typiquement 4 degrés de plus en ville qu'à la campagne. Cette augmentation de température est due en partie directement à l'activité humaine à travers nos consommations d'énergie. Toute l'énergie que l'on consomme, que ce soit sous forme d'électricité ou d'essence pour la voiture, se retrouve à la fin transformée en chaleur. Utiliser le vélo plutôt que la voiture est donc une bonne solution pour diminuer la température en ville. L'autre phénomène coupable de l'îlot de chaleur urbain, c'est la bétonisation des villes. Une solution verte pour refroidir les villes serait de les végétaliser un maximum. Bah oui, puisque les arbres, les pelouses permettent de stocker l'eau. Et cette eau, quand il fait chaud, elle va pouvoir s'évaporer, refroidissant l'air par le mécanisme de transpiration. Une autre possibilité vis-à-vis de la bétonisation des villes, c'est la solution du pot de peinture. À Los Angeles, de nombreux toits, routes et parkings ont été peints en blanc. Ça permet de réfléchir le rayonnement solaire plutôt que de le transformer en chaleur. Quand du goudron peut monter à 65 degrés au soleil et qu'un petit coup de peinture le laisse à moins de 40, faut pas se priver. C'est la fin de cette vidéo. Hop hop hop, dernière question. Tu as commencé cette vidéo en disant que c'était à cause des pays chauds qui s'enrichissent qu'on allait consommer beaucoup plus en climatisation. Mais le réchauffement climatique doit bien avoir un effet lui aussi. Et en effet, le réchauffement climatique va augmenter les besoins en climatisation d'en moyenne 25%. Et cette augmentation ne sera pas la même partout. En Europe, elle sera de 17%, quand elle sera de 36% à Mexico. C'est donc la fin de cette vidéo. Elle est désormais disponible sur YouTube, Dailymotion et Facebook sous le nom de chaîne Énergiquement Curieux. Abonnez-vous sur la plateforme que vous préférez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.